ce que vous avez dit. Premièrement, le compte administratif a été voté avec un léger déficit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, après correction de la Chambre, ce déficit a augmenté à 1 million, mais il y a une explication. Ensuite, concernant le budget primitif, effectivement, on a voté le budget en 2020 avec une section de fonctionnement déficitaire d'environ 730 euros, 703 000 euros, et une section d'investissement excédentaire du même montant. Alors, je dois constater cependant que vous avez lu soigneusement toutes les pages, c'est bien, mais vous vous êtes arrêté à la page 11, avant la fin de considérant important. Je le lis parce que vous n'avez pas voulu le lire. Considérant la page 11, vous êtes arrêté juste avant. Considérant que les dépenses des autres chapitres de dépenses peuvent être maintenues au niveau. Alors, après M. Hénodig, mes propos n'étaient pas exactement cela. Donc là, il est écrit, constate que la proposition du taux de la taxe 2021 est identique à celle de 2020. Bon, ça, peu importe. Maintenant, ce qui était important de faire ressortir dans les débats, c'est que la taxe est inchangée d'une année à l'autre. C'est pas vous qui l'a décidé, comme vous l'avez vous-même souligné. C'est pas vous qui l'a décidé. Elle est applicable donc en Martinique et en Guadeloupe, mais que la décision de cette taxe, bien qu'elle ne soit pas de vous, va quand même retomber sur l'ensemble des habitants de la commune d'Anse-Bertrand, et qu'il était important de savoir ce que ça représentait par foyer, parce que ce sont des choses qui sont très très importantes dans un foyer, savoir quelles sont les charges qui vont leur incomber. Et là, je pense que personne n'était prêt à recevoir cette taxe. Il n'y en a pas beaucoup, elle n'est pas très populaire. Voilà, c'était vraiment l'essentiel de mon propos. Bien, donc je pense que le secrétariat a pris note de cela. Y a-t-il d'autres observations? Oui, au point 3, je vois marqué aussi, demande pourquoi, que M. Hénodig demande pourquoi on a à prendre cette délibération, car elle avait déjà été votée depuis 2015. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, j'ai bien demandé pourquoi on a à prendre une délibération, parce que on avait déjà, j'avais ça en main, on avait déjà pris une délibération numéro 13 du 9 août 2012 comprenant tous les parcelles cadastrées sur les 50 pas géométriques, y compris le BA14, le BA15 et le BA16. Je continue toujours. 3 parcelles, donc c'était la même chose, hein, les 3 parcelles, c'est ça que j'ai dit. Et voilà encore, après c'est porté, nous avons déjà délibéré sur la session gracieuse, il fallait du... Bon, enfin, donc ce qu'il fallait faire, je n'avais pas confondu le projet, c'est-à-dire c'est sur la synthèse, c'était porté courant 2015, il y a eu l'aménagement de la Vinsade, et moi j'ai dit non, c'est faux, car l'aménagement ça a été fait courant 2012-2013. Et j'ai dit donc on n'avait pas à prendre la délibération, parce qu'il fallait sortir cette délibération qui était déjà prise pour pouvoir donner à la communauté d'agglo ou c'est comme ça juridique. Voilà. Demande quel bâtiment il y a à démolir. Effectivement, j'ai posé cette question, mais ce n'est pas du tout dans cet esprit-là. J'ai bien posé cette question, c'était bien pour dire, on nous demande aujourd'hui de faire de voter quelque chose qui est déjà fait. C'était dans cet esprit. Alors, je ne posais pas la question pour savoir qu'est-ce qu'il y avait à démolir, parce que c'était déjà démoli et je le savais. Alors, il faut vraiment retranscrire ce que disent les conseillers, parce que ce n'est pas toujours dit comme il faut. Dernière remarque au point 4.
Monsieur Nodi constate que le terrain est à 60 € le mètre carré, alors que ça avait été promis à 20 € le mètre carré, mais il faut ajouter avec l'accord des domaines. Sur le plan de redressement en vigueur, considérant que dans son avis numéro 2015-0121, en date du 24 septembre 2015, la Chambre a établi un plan de redressement visant à rétablir l'équilibre budgétaire au 31 décembre 2018 et que dans celui subvisé du 27 septembre 2016, elle a établi des mesures de redressement supplémentaires pour un retour à l'équilibre de la section de fonctionnement au 31 décembre 2019, fixant la trajectoire de redressement comme il suit. Donc il y a le tableau en bas. Dans l'avant-dernier considérant qu'au terme de l'avis précité, la trajectoire proposée par un retour à l'équilibre au 31 décembre 2019 n'a pas été respectée par la commune et que le préfet a réglé le budget. On prend la page 4-17. Deuxième considérant. 1, 2, troisième considérant. Considérant que l'article L1612-14 du Code général de collectivité territoriale précise que le déficit du budget des collectivités territoriales doit être apprécié après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses. On continue toujours à la page 5. Considérant que les restes à réaliser correspondent selon la définition de l'article R311-11 du Code général de collectivité territoriale, en dépenses de l'investissement à l'ensemble des dépenses engagées et non mandatées au 31 décembre de l'exercice, et en dépenses de fonctionnement à l'ensemble des dépenses engagées non mandatées pour lesquelles le service n'a pas été réalisé au 31 décembre de l'exercice, en recettes et celles juridiquement certaines qui n'ont pas donné lieu à l'émission d'un titre de recette avant le 31 de l'exercice. Alors, à la page 6-17, considérant qu'il convient à diminuer de 1 305 000 75 les restes à réaliser en recettes d'investissement. Considérant que ces annulations d'inscription trouvent pour partie leur origine dans l'absence d'accord de prorogation des délais formulés par l'ordonnateur. Considérant qu'après correction par la Chambre, les restes à réaliser en recettes d'investissement s'élèvent à 4 185 215,19 € et le total des recettes d'investissement à 8 383 870,36 €. Sur le résultat global de clôture, considérant en conséquence que le résultat global de clôture de compte administratif de 2019 corrigé présente un déficit de 1 87 792,93 € déterminé comme il suit, le tableau nous le dit. On continue toujours. Alors, en page 8, premier considérant sous le tableau, considérant qu'au terme de l'article L 1612-4 du Code général de collectivité territoriale, le budget de collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre. Les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir les remboursements en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. Considérant que si le budget est voté en équilibre global, cet équilibre s'apprécie par chaque section, pour chacune des sections, que la section de fonctionnement a été votée avec un déséquilibre de 703 248,55 €
qu'ainsi le budget n'a été voté en équilibre. Quand la commune a omis d'enregistrer 29 715,93 € au chapitre 024, produit des cessions correspondant à 2 promesses d'achat de terrain. Ça peut arriver. Alors, en dessous le tableau, c'est-à-dire si on regarde le tableau, on voit que vous avez voté 2 jours avant l'élection municipale un budget, donc avec en fonctionnement un déficit de 703 248,55 € et un investissement 703 000 en excédent de 248,55 €. Après la correction de la CRC, on constate en budget primitif, donc il y a un déficit en fonctionnement de moins 731 531,09 et en total d'investissement 126 532,68 €, ce qui nous donne en déficit un déficit de 604 998,81 €. Ça, je dis, c'est en prévision. C'est-à-dire que ça peut être beaucoup plus. Alors, on nous dit en considérant qu'il résulte que l'ensemble des corrections effectuées par la Chambre en déséquilibre de 604 000, ce que je viens de dire, 998,41 €, se décomposant en un déséquilibre de 731 531,09 € de la section de fonctionnement et un excédent de 126 532,68 € de la section d'investissement. Alors, ce qu'il faut bien savoir, là on nous dit, considérant qu'à la date du présent avis, aucune mesure de redressement ne peut être prise, ne peut être mise en œuvre de la manière utile sur l'exercice 2020, que des mesures d'économie peuvent être mises en œuvre à partir de 2021 sur les dépenses de fonctionnement des chapitres 011, charges à caractère général, 012, charges de personnel et 065, autres charges de gestion courante qu'il convient de plafonner au montant suivant. Alors, donc, ce qui est important et que je souligne, considérant que le chapitre 012, dépenses de personnel, peut être maintenu au même niveau de crédit que 2020, grâce au départ à la retraite entre 2021 et 2023, sans remplacement systématique. Considérant que certaines dépenses inscrites au chapitre 65, autres charges de gestion courante, gagneront à être limitées comme il suit. On a les tableaux. Alors, ce que je voulais dire, j'avais bien dit, j'avais demandé les restes à réaliser tous les documents. J'avais déjà vu ça et je vous avais dit que le compte administratif est en déficit et le budget n'est pas voté en équilibre. J'avais dit ça et j'ai vu, et là on a vu que qu'on a perdu, la commune d'Anse-Bertrand a perdu plus de 1 million en subvention, c'est-à-dire qui n'a pas été prorogé. Et là, donc, il faut faire très attention, sinon c'est la population qui va en pâtisse. Il faut faire très attention, même s'il y a des gens qui partent à la retraite. Donc, il faut pas embaucher, il faut tenir compte, comment dirais-je, de la recommandation de la Chambre, parce que depuis 2015, donc, vous respectez pas la recommandation de la Chambre, et on est toujours en déficit, et il nous a demandé d'augmenter les impôts jusqu'à 2023. Alors, donc, c'est ça, j'attire votre attention et l'attention des conseillers sur le rapport de la Chambre. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Oui, allô? Oui. Alors, je ne sais pas si Sylvain a bien insisté. Suite à la correction de la Chambre régionale des comptes, le compte administratif se retrouve avec un déficit de plus d'1 million d'euros, c'est-à-dire le résultat sur l'année. Et le budget primitif 2020 corrigé se retrouve avec un déficit de plus de 600 000 €.
alors que vous nous aviez présenté tous ces comptes au vert il y a quelque temps, tous les collègues avaient même applaudi. Donc, nous constatons que vos comptes n'ont pas été sincères. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un réel changement de la politique communale pour sortir en du marasme où il se trouve. Je voudrais demander aussi à M. le maire s'il peut bien nous mettre à disposition le budget prévisionnel 2020 corrigé, budget qui sera réglé par le préfet. Je vous remercie. Ce que vous avez dit. Premièrement, le compte administratif a été voté avec un léger déficit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, après correction de la Chambre, ce déficit a augmenté à 1 million, mais il y a une explication. Ensuite, concernant le budget primitif, effectivement, on a voté le budget en 2020 avec une section de fonctionnement déficitaire d'environ 730 euros, 703 000 euros, et une section d'investissement excédentaire du même montant. Alors, je dois constater cependant que vous avez lu soigneusement toutes les pages, c'est bien, mais vous vous êtes arrêté à la page 11, avant la fin d'un considérant important. Je le lis parce que vous n'avez pas voulu le lire. Considérant la page 11, vous êtes arrêté juste avant. Considérant que les dépenses des autres chapitres de dépenses peuvent être maintenues au niveau du budget corrigé par la Chambre, le chapitre 67, charges exceptionnelles, prenant en compte en 2021 le solde de la société Semanor. Donc, on voit bien qu'il y a cette notion de Semanor qui rentre en compte pour grever le budget de la commune. Et dans la section de fonctionnement, et vous devez savoir que la Chambre le dit clairement dans son rapport. Je vais vous dire exactement à quelle page, à la page 9, que vous aimez considérant, le troisième considérant. Considérant que la commune est redevable d'une dette de 547 704,54 € auprès de l'entreprise Semanor, que les crédits inscrits à cet effet, soit 218 000 € en 2020, sont insuffisants pour mandater et payer la dépense, que cette inscription correspond au montant à payer selon un échéancier de paiement qui ne vaut pas échéancier budgétaire, qu'il convient d'inscrire un complément de 354 704,54 € au chapitre 67, charges exceptionnelles. Mais vous devez savoir aussi, et vous pouvez le vérifier, qu'en 2019, on avait déjà inscrit dans la section de fonctionnement, en dépenses, un montant de 215 000 € au budget cognitif 2019. En 2020, nous avons réinscrit encore 218 000 € au budget cognitif 2020. Et que la Chambre a estimé qu'il fallait solder complètement la dette de la Semanor en inscrivant d'office 354 704,54 €. Lorsqu'on ajoute ces trois sommes, on constate que le montant est de 787 704,54 € de dette de la Semanor inscrit dans le budget de la commune en 2019 et 2020, et que
Si vous prenez le résultat après correction de la Chambre du budget primitif 2020 dans la section de fonctionnement qui est de 731 531,09, eh bien, nous constatons que c'est les dettes de la Semanor qui plombent notre budget. Et que s'il fallait retirer cette somme-là, eh bien, en fait, on se retrouverait excédentaire dans notre budget. D'autre part, je tiens à dire, il faut dire tout aux en soi. L'affaire Semanor a coûté aux contribuables en soi 2 800 000 euros sur le budget en dépenses dans la section de fonctionnement. Et ces 2 800 000 euros, en fait, on a déjà payé 2 100 000. Quand je dis on, ce sont les administrés, ce sont les contribuables, par le biais de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, qui ont déjà payé ces 2 100 000. Et il reste à payer 787 000 euros 705. La chance, c'est qu'on n'aura plus à mettre de dette de la Semanor dans notre budget, puisque en 2020, on solde des dettes. Mais au total, quand tout sera payé, c'est 2 800 000 euros que les Ansois auront payé par le biais de la taxe d'habitation et des taxes foncières. Et ça, il faut le dire, parce que c'est marqué dans le rapport, comme je viens de vous le lire, à la page 9-17, que la Chambre a décidé de solder les dettes de la Semanor. Et donc, il faut faire le calcul très simplement, comme je viens de l'expliquer, et vous constatez que quand on ne prend pas en compte sur notre mandature de 2014 à 2020 cette notion de solde de dette de la Semanor, en réalité, notre budget est excédentaire. Voilà, j'en ai terminé. Alors, c'est parce que on a bien vu, pour sortir Bertrand de l'auberge, il fallait un projet. C'est à cause d'un projet énorme que vous soutenez d'ailleurs aussi, c'est la station balnéaire, parce qu'il fallait, comment dirais-je, trouver un projet de développement pour pouvoir diminuer, pour créer des emplois. Et à cause des communes balnéaires, donc on a plombé la commune d'Anse-Bertrand. VAT, cette dette-là, on l'a pris. Donc ce qu'on sait, quand on a la règle d'une commune, il faut essayer de diminuer cette dette. On ne parle pas de dette de Semanor, il fallait respecter dès 2015 la recommandation de la Chambre pour ne pas en parler de cette dette-là aujourd'hui. Ce n'est pas la dette de Semanor qui fait que si la commune n'est pas excédentaire. Merci. C'est pas moi qui en parle, c'est la Chambre. D'autre part, je vous demande d'aller vérifier le rapport de la Chambre de 2009 à 2014. Et il y a un tableau des avis budgétaires. Vous avez donné un chiffre qui est faux. Parce que dans le rapport, le budget en 2013, vous l'avez voté avec un déficit de 954 611 euros que la Chambre a rétabli à un déficit de 1 624 087 euros. J'ai le rapport sous les yeux. Et comme je me plais à le dire, c'est que les différents votes que vous faisiez ne prenaient pas en compte toutes les dépenses. Et donc, en 2014, nous avons voté un déficit budgétaire de 4 274 000 euros et après contrôle de la Chambre qui a été ramené à 3 858 748 euros. Et je vous invite à consulter le rapport de la Chambre de 2009 à 2014. Oui. Je voudrais juste que... Alors, comment vous en êtes arrivé à 780? Est-ce que vous pouvez reprendre votre calcul tranquillement? On n'est pas pressé, parce que quand on parle du passé. Là, aujourd'hui, dans le rapport qu'on a aujourd'hui, dans l'objectif de savoir comment on va avancer, donc là, je parle de demain, je parle du futur. Vous expliquez que s'il n'y avait pas les 781, voilà, et jusqu'à maintenant, là, je cherche comment vous avez fait ce calcul-là. Donc, juste vous le reprenez. Voilà, je vous reprends. Et alors, attendez, je n'ai pas terminé. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je déplore qu'on ait pris la tête d'une commune
qu'on soit impliqué parce qu'on est et résident et natif et en plus le pharmacien de cette commune, donc ça doit vraiment vous prendre au trip. Et de séparer comme ça, alors ça c'était à vous, ça c'était à moi. Vous avez pris les rênes de la commune, vous avez décidé de la mener à bien, vous la menez à bien avec ce qu'elle comporte et vous faites tous les efforts nécessaires pour que la commune sorte la tête de l'eau. Voilà. J'ai bien fait beaucoup d'efforts parce que nous avons voté en 2014 un déficit avec 4,2 millions et aujourd'hui la Chambre, le budget en 2020 à 604 000 euros. Donc on a réduit ce déficit de, si je fais la différence, je vais même prendre le chiffre de la Chambre, 3,8 millions, moins 600, ça fait 3,2 millions de déficit réduit constaté par la Chambre de 2014 à 2020. Eh bien, on le fait fort. Donc, ça prouve que nous avons pris les problèmes à bras le corps et nous avons réduit ce déficit. Je vous donne l'explication de 787 704,54 €. Vous pouvez le noter. Vous allez vérifier que dans le budget primitif de 2019, au chapitre 67, c'est des dépenses exceptionnelles, on a inscrit 215 000 €. Ensuite, dans le budget primitif 2020 que nous avons voté, toujours au chapitre 67, nous avons aussi inscrit 218 000 €. Et comme je vous l'ai dit, dans le rapport de 2020, la Chambre a rajouté 354 704,54 €. Ça fait un total de 787 704,54 €. Voilà. Donc, je pense que... Alors oui, ça fait un total. Additionner tout cela fait bien 780 et quelques mille euros. Maintenant, étant donné que les échéanciers, donc 2019 et 2020, comme il est également précisé dans le considérant, ne sont pas des échéanciers qui ont cours, est-ce que les 215 000 et les 218 000 s'additionnent? Ça, c'est vous qui le dites, mais ce n'est pas porté là. Donc par contre, ce qui collerait avec les tableaux, c'est que soit additionné aux 218 000 portés en 2020, les 354 000 €. Voilà, mais c'était simplement pour savoir si j'avais bien compris que vous étiez allé chercher une échéance qui n'a plus cours, parce qu'effectivement, ça ne fait pas partie... alors, je ne sais plus comment c'est écrit dans le considérant. Bref, on ne va pas débattre. Mais je voulais bien comprendre comment vous aviez fait pour nous sortir ce 780 000 €, une période. Ok. Bien. Après son vote, un budget toujours susceptible d'être modifié. Plusieurs raisons et plusieurs techniques conduisent à une modification de l'acte budgétaire par lesquelles figurent les décisions modificatives. Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant l'ajustement des prévisions en cours d'année, mais n'ont pas de fonction de report. Excusez-moi. Elles modifient ponctuellement. Elles modifient ponctuellement le budget initial. Ce sont des délégations de l'Assemblée locale, conseil municipal, départemental ou régional, autorisant l'exécutif maire, président du conseil communautaire, départemental ou régional, à effectuer des recettes ou des dépenses complémentaires. Le nombre de ces décisions modificatives est laissé au libre arbitre de chaque collectivité. Elles peuvent être adoptées à tout moment après le vote du budget primitif. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il convient de procéder à des réajustements de certains comptes sur le budget général de la commune. Il propose au conseil municipal la décision modificative suivante. On y va. Pour un montant de 30 000 € du compte 6711-020 au compte 011-6282-01-020. Là, on passe des intérêts moratoires, pénalités et marchés aux frais de gardiennage. On continue toujours pour 30 000 € avec le même intitulé intérêts moratoires et pénalités de marché aux frais de télécommunication. Pour 10 000 €, toujours d'intérêts moratoires et pénalités de marché
à la documentation générale technique. Donc, je passe les numéros. Pour 5 000 €, toujours de intérêt moratoire à pénalité de marché, cette fois-ci aux frais de colloques et séminaires. Pour 5 000 €, toujours de intérêt moratoire et pénalité marché à indemnité au comptable et régisseur. Pour 10 000 €, toujours de intérêt moratoire et pénalité vers honoraires. Pour 10 000 €, toujours de intérêt moratoire et pénalité de marché vers frais d'acte et de contentieux. Pour 5 000 €, toujours de intérêt moratoire et pénalité vers foire et exposition. Pour 30 000 €, cette fois-ci de titres annulés sur exercice antérieur vers fourniture de petits équipements. Pour 5 000 €, toujours titres annulés sur exercice antérieur vers vêtements de travail. Pour 20 000 €, titres annulés sur exercice antérieur vers fêtes et cérémonies. Pour 20 765,83 €, toujours de titres annulés sur exercice antérieur vers autres frais divers. Pour 50 000 €, là on passe de autres charges exceptionnelles, opérations de gestion, vers bâtiments publics. Pour 17 372,95 €, on passe de autres charges exceptionnelles d'opérations de gestion à fourniture administrative. Pour 12 329,77 €, on passe de intérêts réglés à l'échéance vers versement des organismes de formation. Pour 8 945,87 €, on passe de intérêts rattachés des INE, des INCE, des ICNE au contrat de prestation de services. Pour 20 000 €, on passe de rémunération principale vers maintenance. Pour 15 000 €, on passe de rémunération principale vers terrain. Pour 15 000 €, toujours de rémunération principale vers matériel roulant. Et pour 43 274,15 €, toujours de rémunération principale vers autres services extérieurs. Afin de régulariser les opérations ci-dessus, le maire demande au conseil d'approuver les décisions modificatives et de l'autoriser à effectuer les virements. Veuillez en délibérer. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Madame Rabel. Oui, je voudrais savoir, lorsque on a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui demande à ce que dès 2021 soit appliqué un certain nombre de restrictions pour commencer à absorber la dette, et qu'il convient effectivement dès 2021 d'appliquer ces recommandations, notamment sur les sections 012, le reste VAT, mais notamment sur les 012, que là, en non attribué donc à réaffecter, on est sur un montant de 93 274 €. Donc là, je parle des 012, hein, donc les 4 dernières. C'est typiquement le type de choses sur lesquelles je me demande, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que vous avez un réel plan derrière ce que vous faites au niveau de la gestion communale. Un rapport vient d'être édité, demande à ce que soient faits des efforts sur un certain montant, sur un certain type de charges. Ces charges vous sont listées, et ce sont ces mêmes charges qu'on retrouve à hauteur de 93 000 € réaffectées à autre chose. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bien fondé, je ne suis pas avec vous en réunion maintenant pour avoir la visibilité au niveau de la population. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de réaffecter ces 93 274 € en maintenance, terrain, matériel roulant et autres services extérieurs qui est, vous l'admettrez, un libellé très vaste. Ma deuxième question, c'est que lorsque vous avez autant d'intérêts moratoires et pénalités de marché,
qui sont en fait ce que vous devez verser lorsque vous n'avez pas acquitté en temps et en heure votre créancier? Est-ce que ce sont des marchés qui n'ont pas du tout été contractés, ou est-ce que c'est parce que la commune a pu régler en temps et en heure et donc n'avait pas à dépenser ces sommes en intérêt moratoire? Merci. Alors, ma première observation, c'est de dire que nous n'avons pas le droit de modifier, je dirais, l'équilibre du budget, mais nous avons le droit de faire des virements de crédit interne d'un chapitre à un autre. Ça, c'est tout à fait autorisé. Tout à fait. La deuxième chose, c'est que sur le 012, je vous fais remarquer, il s'agit de rémunération. Nous sommes le 28 décembre. Et que les agents, tous les agents de la commune, de la Caisse des écoles et du CCAS ont déjà touché leur salaire au 25 septembre. 25 décembre. Ça veut dire que c'est du surplus budgétaire que nous pouvons en disposer pour gérer au mieux les chapitres pour lesquels il manquerait des crédits pour pouvoir payer certaines factures. La troisième observation, vous allez remarquer que les intérêts moratoires qui sont là, effectivement, il y en a pas mal, ça fait une somme importante. Ça veut dire qu'on avait provisionné le compte. On s'était dit, on va mettre ces sommes-là au cas où on aurait à payer des intérêts moratoires. Mais il se trouve qu'on n'a pas eu à payer. Donc, en fin d'année, on va les réaffecter à des chapitres où on aurait besoin de budget pour pouvoir, je dirais, payer nos fournisseurs. Tout simplement ça. C'est ce que je vous demandais. Est-ce que c'était des choses que vous comptiez faire et qui n'ont pas été faites? Exactement. Ou est-ce que ce sont des choses que vous avez budgétisées, mais qui, comme vous avez pu terminer et payer en temps et en heure, donc sont du surplus? Et auquel cas, sur la partie d'avant, je ne disais pas que rien n'était payé au 31/12, etc. Loin de moi le fait d'avancer des choses déjà qui ne sont pas vraies, d'une part. Et d'autre part, je me doute bien que lorsqu'on a autant d'argent en rémunération principale au mois de décembre, c'est du surplus, de fait. Maintenant, simplement, lorsque vous avez ce surplus et que vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'il est judicieux de tout de suite réaffecter ce type de fonds? Et je ne parle que des 4 dernières lignes. Je n'ai pas parlé de l'ensemble, parce que j'ai bien conscience que ce sont des mouvements d'écriture qui peuvent être faits. Mais simplement, quand on a conscience, commençons la prise de conscience. C'était ça, ma remarque. Bien, écoutez, comme je vous ai dit, je prends acte. Voilà, je prends acte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a 5 abstentions, 6 abstentions. Et le reste est pour. On va passer au point numéro 4. Madame Louvain-Leslie. Au point numéro 4. L 21-21-29 et L 21-31-1 et suivant. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son chapitre premier du titre 2 du livre 1 de la deuxième partie de la partie législative, ainsi que ses articles L 21-21-8, 21-22-8, L 21-22-17, L 21-22-23, L 21-43-2, D 21-21-12 et L 23-12-1. Considérant l'installation du conseil municipal lors de sa séance du 5 juillet 2020, suite aux élections municipales du 28 juin 2020, considérant que conformément à l'article L 21-21-8 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de plus de 3500 habitants, le conseil municipal établit son règlement intérieur
dans les 6 mois qui suivent son installation. Considérant que le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect des lois et règlements en vigueur, il y a pour vocation notamment de renforcer le fonctionnement démocratique de l'Assemblée locale, vu le projet de règlement intérieur du conseil municipal pour le mandat 2020-2026. 6 juin. Nous avons le règlement. Oui, en fait, c'est dans les annexes, annexe 3. Je pense qu'on va peut-être pas lire le rapport, le document, qui aura pas mal de pages, mais je pense que les conseillers l'ont reçu. Ils ont peut-être des observations à faire, sauf s'ils veulent lire les 12 pages. Donc, est-ce que vous avez des observations sur le règlement intérieur? Alors, donc, nous avons des remarques sur l'article 3, 5, 19 et 26 dans le règlement intérieur. Article 3, l'ordre du jour. C'est-à-dire le maire fixe l'ordre du jour. Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont en principe préalablement soumises pour avis aux commissions compétentes, sauf décision contraire du maire, motivée notamment par l'urgence ou toute autre raison. Dans le cas où la séance se tient sur la demande du tiers des membres du conseil, le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme remarque là-dessus? En fait, pour ce qui concerne les points 3, les points 5 et les points 19 de mémoire, parce que je n'ai pas noté en fait. Non, 19. J'aimerais que vous soyez plus clair dans la définition propre à chacune de ces parties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement du conseil, on a donc des débats, on a des questions qu'on vous pose lorsque vous avez terminé d'énoncer les notes de synthèse. Donc on vient chacun avec nos petites questions. Et il y a des questions qui éventuellement pourraient être soumises en amont, de façon à ce qu'elles soient votées en ordre du jour au conseil municipal. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, étant donné le caractère... bon, sincèrement, j'ai retrouvé comment dirais-je, un règlement intérieur. Bon, c'est un document type, hein, c'est pas quelque chose que vous avez vous écrit, pensé, etc. Il y a quand même des choses qui doivent être précisées dans l'ordre du fonctionnement. Et c'est vrai que lorsqu'on voit qu'à l'ordre du jour, donc vous fixez l'ordre du jour, c'est inscrit, vous avez inscrit préalablement sur le principe que nous, en termes d'élus, sur le droit d'expression, on a des textes et des questions qui doivent être adressés au maire 5 jours au moins avant une réunion du conseil. Quelle dichotomie vous faites entre celle qu'on vous adresse, celle que l'on exprime? Est-ce que si on ne vous a pas envoyé une question préalable, on ne peut pas poser une question? Est-ce que vous parlez de celle de l'ordre du jour? Bon, donc déjà là, moi perso, c'est pas clair. Et ensuite, lorsqu'on attaque sur la partie 19, les débats ordinaires, donc là pour moi c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et là, effectivement, les débats ordinaires, ça se regroupe un peu avec les questions orales, parce qu'il nous arrive de poser également des questions. Donc, de façon à ce que ça régisse le fonctionnement du conseil durant le mandat, ça aurait été bien d'apporter un peu de clarté. Donc si je ne m'abuse, on a 6 mois, donc depuis la date d'installation, donc ça fait 5-6 janvier à peu près pour apporter des modifications. Donc c'est vrai que celle-ci serait bienvenue, en tout cas un peu plus de clarté sur ces 3 points. Ensuite, une autre chose me dérange, c'est la modification du règlement intérieur. Il n'est absolument pas nécessaire d'en mettre 12. Donc c'est vrai que la jurisprudence fait état
qu'un conseiller peut demander une modification. Donc naturellement, ça supporte derrière votre approbation, la mise en question et en débat, etc. Mais 12, bon, c'est à un moment donné, c'est excessif. C'est-à-dire que dans les documents que je peux avoir moi balayés et connus, on va dire, je vais de 1 à 5. Donc c'est vrai que 12, je trouve que c'est excessif. Surtout que, bon, c'est pas très équilibré, voilà, on va dire. Le point 26, tu me dis, Sylvain? Alors, ben, c'est celui-là. Donc ensuite, il y avait la suspension de séance. Pareil, un petit peu de clarté, parce qu'on retrouve des textes notamment sur les guides que produit chaque année l'AMF, par exemple, donc où on n'a pas des suspensions avec des termes aussi fermes en termes de nombre de demandeurs. Et il pourrait aussi être envisagé de donner la durée en amont, que soit tout de suite mise en amont la durée proposée. Et la dernière chose qui me gêne, c'est sur le débat d'orientation budgétaire. Ah non, il y a la communication locale en article 14. Il n'est pas juste d'écrire pour le reste, les dispositions du Code général des collectivités territoriales s'appliquent. D'une manière générale, dans le cadre dans lequel nous sommes, pour tout, le Code s'applique. Donc c'est ambigu de mettre pour le reste, puisque nous sommes régis par ce Code, clairement. Donc on ne peut pas choisir ce qu'on veut ou pas. Voilà. Et enfin, c'est sur le débat d'orientation budgétaire. Il y a un élément qui est beaucoup plus complet, qui est proposé par l'AMF. Donc je vous invite à regarder leur proposition. C'est une proposition qui date d'août, juillet ou août 2020. Donc un guide rédactionnel, et la proposition est beaucoup plus complète sur les débats d'orientation budgétaire. Voilà. Vous avez des documents, qui sont des documents de préconisation, d'aide à l'élaboration, qui sont produits par l'AMF. C'est l'Association des maires de France. Je pense qu'en termes de référence, on est bon. Et du coup, là, dessus, vous pouvez trouver tout ce qui est rédigeable, mais également ce qu'il ne faut surtout pas porter. Donc si vous y faites attention, vous prenez ce document et vous pourrez apporter les modifications, même si celle que vous avez rédigée là vous semble très bien. Voilà. C'est-à-dire que là, on est sur un avis global. Si ça vous semble bien, je n'en doute pas une seconde, mais on est plusieurs. Rattaché à la commune. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l'attribution des subventions aux établissements publics communaux afin d'assurer leur fonctionnement, le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à attribuer une avance sur subvention pour 2021 telle qu'indiquée ci-dessus. Association et organisme CCAS, montant 100 000 €. Caisse des écoles, 450 000 €, pardon. Total 550 000 €. Veuillez dans des lieux. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. On passe au point numéro 6. Je vais demander à M. Guillaume Max. Point numéro 6, engagement, liquidation et mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget politique 2021. Afin de faciliter les dépenses d'investissement du premier semestre 2021, le conseil municipal peut, en vertu des articles L.1612-1 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 2021, en absence d'adoption du budget avant cette date, autoriser le maire à engager, mandater, liquider les dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits inscrits au BP de l'exercice 2020, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits, pièce jointe 4. C'est porté en bas. Alors, donc, bon, on ne va pas lire le tableau, hein, je l'avais reçu. Ensemble, on travaille ensemble, on a regardé. Et le montant, on a vu que c'est bon parce que c'est un quart, on a divisé. Donc, c'est effectivement, vous pouvez utiliser 220 666,36 €. On a regardé, c'est bon. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. Donc, on va passer au point numéro 7. Alors, peut-être Madame Pétillaire Lydia, c'est que vous pouvez le micro. Passé en 2019. En application de l'article R 2122-23 alinéa 5, le maire rend compte au conseil municipal les actes accomplis dans le cadre de la délégation ressentie en vertu de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, CGCT, en 2019. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte des décisions suivantes précises en matière de marché public. Oui, des décisions suivantes prises en matière de marché public. Oui, ok, donc après le tableau, on ne va pas lire le tableau. Vous l'avez reçu. Donc c'est la liste des marchés qui vous est présentée sur plusieurs pages. Est-ce que vous avez des questions? Madame Anne-Marie, le micro pour elle, s'il vous plaît. Il y a un deuxième micro, normalement. Oui, ok. Juste une remarque. Je vois que à la dernière page du tableau, nous avons un montant de minimum 50 000, montant maximum 400 000 pour la réfection des trottoirs en béton et de routes en enrobé. Ainsi que pour les travaux de reprise et reprofilage de voirie en tuf. C'est un montant aussi minimum 20 000, montant maximum 100 000. Seulement, vous ne nous avez pas donné le montant du marché. Alors, on a mis la liste telle que c'est libellé. Oui. C'est libellé, le marché réfection de trottoirs en béton et de route enrobée avec un minimum et un maximum. Et l'autre aussi, travaux de reprise et reprofilage de variantes avec un minimum et un maximum. Oui, c'est bien compris ça, j'ai bien compris. Mais seulement, quel est le montant des travaux réalisés? Puisque maintenant, c'est en 2019. Donc, oui, vous avez déjà le montant. Aujourd'hui, il s'agit simplement de vous présenter la liste des marchés passés en 2019 avec leurs montants tels qu'ils ont été votés. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc c'est uniquement nous faire prendre connaissance. La liste des marchés. Okay. Et il est proposé au conseil municipal de prendre acte des décisions suivantes prises en matière de marché public. Allez-y. Oui, alors, donc, est-ce que, c'est-à-dire qu'on a les listes des marchés en 2019, est-ce qu'il y en a, pourquoi on n'a pas la liste 2020, les marchés en 2020? Est-ce qu'il n'y en a pas de marché? L'année 2020 n'est pas encore terminée, donc en début d'année 2021, on va vous présenter la liste de l'année 2020. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Ah oui, excusez-moi, j'ai vraiment tout envie de voter. Donc, c'est pour qu'on acte. D'accord, on a pris acte, simplement. Maintenant, on passe au point numéro 8. Madame Vieux-Martine. Alors, point numéro 8, demande d'intégration d'un four radiolar de 85 litres au patrimoine communal de la ville de Lens-Bertrand et au bénéfice de l'école maternelle de Campèche. Afin de permettre la réalisation de recettes culinaires dans le cadre de projets pédagogiques, les parents d'un élève souhaitent faire le don d'un four électrique radiolar de 85 litres d'une valeur de 159 € à la commune de Lens-Bertrand au bénéfice de l'école maternelle de Campèche. La directrice de cette école, Mme Régine Saint-Père, a donc sollicité l'accord de la commune pour que ce four soit intégré au patrimoine communal et que l'équipe pédagogique de l'école de Campèche puisse l'utiliser. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur la demande d'intégration d'un four électrique radiolar de 85 litres au patrimoine de la commune de Lens-Bertrand et au bénéfice de l'école maternelle de Campèche. Veuillez en délibérer. Y a-t-il des questions? Monsieur Elodie. Oui, alors, donc, nous, conseillers municipaux, nous aimerions savoir le nom des parents de l'élève qui veut nous faire ce don. Alors, ça a été la question posée lorsque nous avons rédigé cette note de synthèse. Et c'était de se dire qu'il y a quand même une loi informatique et liberté qui protège les administrés. Donc, nous avons reçu un courrier de la part de ses parents. Nous avons pensé qu'ils ne souhaitaient pas forcément sortir de l'anonymat. Mais ce sont des parents. Mais, écoutez, le conseil municipal est public, il ne faut pas dire nous et justement, là on est public là. On est public. On n'est pas à huis clos. Hein. Parce qu'on est public, il faut faire attention, monsieur. Parce qu'on est public, il faut faire attention. Oui, justement. C'est définitivement c'est intrinsèquement pour ça qu'il faut faire attention. Oui, donc en fait, vous voulez qu'on accepte un four dont on ne sait pas réellement si ça vient de parents sous couvert de la loi informatique et liberté, c'est ça? Écoutez, je pense que la note de synthèse est claire. La directrice de cette école, oui. Mme Régine Saint-Père, oui. a sollicité l'accord de la commune pour que ce four soit intégré au patrimoine communal et que l'équipe pédagogique de l'école de Campèche puisse l'utiliser. Donc la directrice, en tant que directrice, nous a sollicité. Alors la directrice, c'est du personnel de l'éducation nationale. Donc bon, oui. Au final, c'est normal qu'elle sollicite de savoir si nous, au niveau de la commune, on accepte. Voilà, bon, maintenant, je vous ferai la même réflexion que pour les tablettes lors de notre premier conseil. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas nous dire, nous ne pouvions pas accepter des tablettes dans le cadre de... on donne des tablettes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nuance à avoir lorsqu'on est dans le public. Donc en fait, ce ne sont que des tablettes, mais il était préférable de voter une mise à disposition et en sachant que nous sommes dans un échange de bons procédés puisque nous savons d'où elles viennent. Là, on ne parle que d'un four qui serait extraordinaire pour ce qu'on fait au niveau de l'éducation nationale avec les enfants, pour les ateliers, etc. Mais aujourd'hui, si on n'a pas connaissance, c'est peut-être une association qui est derrière. Les parents, c'est deux personnes. Oui, mais vous me le dites. Mais nous, on n'a pas d'éléments pour délibérer en ce sens. Je vous informe. Voilà, c'est ça qui est difficile. Donc en fait, nous, on accepte comme ça, et au final, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc il faut faire attention quand on est justement dans le public. C'était ce point de vigilance qu'on souhaitait vous mettre en exergue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il y a 6 abstentions
et le reste est pour. Alors maintenant, on va passer au point numéro 9, réorganisation des services. Je vais passer la parole à Madame Moestus Marie-Laure. Services communaux, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 52. Vu les avis du comité technique du 26 novembre 2020 et du 17 décembre 2020, suite à la nouvelle mandature et dans l'intérêt du service public, il est nécessaire de mettre en place une réorganisation des services communaux afin de permettre la mise en place des projets. Cela devrait permettre un fonctionnement plus efficient et efficace de l'administration communale. Sont concernés par cette réorganisation primaire le service des marchés publics, la bibliothèque, le service technique, le poste de coordonnateur des affaires scolaires. Cette nouvelle organisation prévoit également la création d'un service patrimoine. Préalablement, le comité technique commun de la commune, du Centre communal d'action sociale et de la Caisse des écoles a été consulté pour avis le 26 novembre 2020 et le 17 décembre 2020. Il a émis un avis défavorable, toutefois, ayant été invité à se prononcer 2 fois sur ce point, conformément à l'article 26 du règlement intérieur du comité technique qui précise que lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du CT dans un délai compris entre 8 et 30 jours. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant la même procédure. Et son avis ne liant pas l'autorité territoriale, comme le rappelle l'article 24 de ce même règlement intérieur qui précise que si l'avis du CT ne lie pas l'autorité territoriale, il est cependant obligatoire. À ce stade, il appartient au conseil municipal de délibérer sur le projet de réorganisation 6 juin. Veuillez en délibérer. Alors, vous avez en annexe 5 tous les documents de ce projet de réorganisation. Je pense que vous en avez toute connaissance. Donc, je vous demande si vous avez des questions ou des observations. Donc, nous vous l'écoutons. Oui, alors la question que je peux poser sur cela, parce que je vois, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 84-53 du 26 juin, je ne lis pas tout, vu, c'est là que je vais insister, les avis du comité technique du 26 novembre 2020 et 17 décembre 2020, alors moi je dis que le comité technique n'a pas donné son avis, aussi bien que l'élu de l'opposition qui fait partie du comité technique. Alors donc pour nous, conseillers de l'opposition, c'est un point qui ne devrait pas être à l'ordre du jour parce que le comité technique n'a pas donné son avis, d'après ce que je lis dans ce live. En tout cas, il est clairement dit que le comité technique a été convoqué 2 fois. Une première fois le 26 novembre 2020 et une deuxième fois le 17 décembre 2020. Il est dit aussi, comme il est précisé dans l'article 26, on peut convoquer une deuxième fois le comité technique, mais il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant la même procédure. Ça veut dire qu'on ne peut pas le convoquer une 3e fois. Cependant, moi en tant que président du comité technique, j'ai interrogé tous les membres titulaires du comité technique. Et vous-même, M. Enodig, je vous ai interrogé puisque vous êtes dans ce comité et vous avez voté contre. Ah non, dites pas ça, M. le maire. Je vous ai dit qu'on n'est pas passé au vote. Il n'y a pas un sujet à passer au vote parce qu'on n'était pas encore d'accord
Donc on n'est pas passé du tout au vote. C'est pourquoi on n'a pas donné d'avis. On a dit qu'il n'y a pas de quoi, je sais pas, on ne peut pas passer au vote parce qu'on n'était pas d'accord là-dessus. Il y avait un peu de désaccord. En tout cas, vous avez voté contre. J'ai pas voté contre. Madame Eleonore, tous les élus ont voté. Et les membres du comité du syndicat n'ont pas voulu se prononcer. Donc, je dis bien que nous avons mis que le comité a émis un avis défavorable. Mais il est dit aussi que l'article 24 du règlement intérieur, l'avis du CT ne lie pas l'autorité territoriale. L'autorité a l'obligation d'interroger le CT. Cela a été fait à 2 reprises. Ça a été fait le 26 novembre et le 17 décembre. Mais ce n'est pas parce que le CT retire un avis négatif que l'autorité doit suivre cet avis. C'est le conseil municipal qui décide. Okay. Ce que je dis, c'est qu'on ne s'est pas prononcé. Ni le CT, ni moi-même. Vous pouvez mettre au vote si vous voulez ça. On fera ce qu'il y a à faire. Donc, mais on n'a pas pris de décision, on n'a pas voté. Madame Rabel. Vous avez encore parlé la parole. Comme je suis également au CT, effectivement, le 26 novembre, nous nous sommes prononcés majoritairement défavorablement. La fois d'après, je n'étais pas là. Mais effectivement, les rapports qui m'ont été faits par mon collègue ainsi que par les instances du personnel sont plutôt allés dans le sens où il n'a pas été donné d'avis et que ça s'est un peu terminé. Bon, j'imagine que si c'était comme les débats de la fois d'avant, ça s'est un petit peu terminé sans vraiment que les choses soient statuées. Vous avez entièrement raison sur le fait que vous n'êtes pas lié à notre avis, que notre avis est nécessaire, mais que vous n'y êtes pas lié. Cependant, en termes simplement d'honnêteté intellectuelle, à 5 reprises, nous sommes revenus sur ces débats parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, il y avait des choses qui n'étaient clairement pas claires, pas légales, même sur certaines. Il y avait des choses qui, en termes de formalisme, ne le respectaient pas. Donc c'est vrai que lorsque ça a fait autant débat au niveau du CT, c'est qu'il y a énormément de choses sur lesquelles il faudrait peut-être retravailler. Je vous invite également à le refaire dans le sens où, encore une fois, nous avons maintenant une préconisation avec un rapport qui nous donne un petit peu les orientations, et parmi ces orientations, effectivement, l'embauche serait proscrite. Donc, réorganiser les services, oui, parce qu'effectivement, c'est nécessaire. Mais les nouvelles embauches, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de bon pour le budget de la commune d'Anse-Bertrand. Donc c'est vrai que si on doit parler de ce qui grève le budget, hein, notamment ça, c'est quelque chose qui grève le budget. Donc c'était bien la fois d'avant de me parler de Sémanor, de choses d'avant, mais là concrètement, ce sont des choses qui dès demain, là c'est l'avenir, c'est les jeunes en soi, là, voilà, ben ça va gréver le budget. Voilà, donc c'est pour ça qu'on était contre le 26 novembre. Le 17, je ne me prononce pas parce que je n'étais pas là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque vous venez le remettre au Conseil, vous avez totalement le droit de le faire. Et lorsque vous nous dites très proprement sur votre lecture qu'effectivement vous n'êtes pas lié, vous insistez, vous mettez en gras que vous n'êtes pas lié. Oui, maintenant, il y a aussi la question du bon sens et de faire ce qu'il faut pour Anse-Bertrand. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Y a-t-il d'autres observations? Donc on passe au vote. Qui est contre? Il y a 6 contre, s'abstient, et le reste est pour. Donc nous avons épuisé l'ordre du jour du conseil municipal. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée et sans doute aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi. Et à mes conseillers et collègues, passez de bonnes fêtes, modération, faites attention au Covid. Voilà. Et à vous aussi. Bien écoutez, aujourd'hui, 28 décembre, il était important pour la commune, le conseil municipal, de voter des points qui vont nous permettre
de bien commencer l'année 2021. Des points importants. Par exemple, il fallait voter le règlement intérieur avant le 4 janvier 2021. C'est ce qui a été fait. Mais si nous avons voté une réorganisation des services, parce que vous savez qu'avec cette nouvelle mandature, nous voulons changer les choses pour avoir une administration plus efficace, qui a davantage de proximité et qui répondent aux attentes des administrés. C'est pour cette raison que nous avons choisi donc notamment de créer un service population qui va regrouper le service état civil, le service élection et aussi l'accueil téléphonique. Nous allons créer également un service patrimoine parce que Anse-Bertrand, c'est une commune qui est riche en patrimoine naturel, historique et culturel. Donc ça doit s'organiser pour animer l'animation touristique de la ville et augmenter aussi sa capacité d'accueil. Nous avons aussi fait prendre connaissance du rapport de la Chambre régionale des comptes sur le compte administratif 2019 et le budget primitif 2020. Et c'est vrai que nous avions voté un compte administratif avec un petit déficit de 87 000 €, mais la nouvelle équipe de la Chambre régionale des comptes a estimé que l'opération requalification du centre-bourg, pour lequel certaines sommes, notamment 500 000 € de la région qui sont arrivées en 2020, auraient dû être là avant le 31 décembre 2019 pour qu'elles puissent retenir ce montant. Donc du coup, ce montant a été sorti des recettes d'investissement ainsi que 400 000 € de fonds européens. Mais nous tenons à rassurer nos administrés en sachant que ces 500 000 €, nous les avons bien reçus de la région en 2020 et qu'ils ont été intégrés dans le budget primitif 2020, de sorte que seule la somme des 400 000 € de fonds européens pose problème. Et bien que la Chambre corrige le compte administratif à 1 million de déficit, en réalité, c'est environ, si on enlève les 500 000 €, environ à 500 000 €. Mais cela ne nous inquiète pas du tout, puisque en 2021, nous allons pouvoir faire rentrer ces 400 000 € dans le budget de la commune. S'agissant du déficit budgétaire, puisque nous avions voté une section de fonctionnement avec un déficit d'environ 730 000 € et une section d'investissement avec un excédent de 730 000 €, ce qui faisait que le total c'était 0. Mais du fait que la Chambre a enlevé dans les recettes d'investissement du compte administratif une somme de 1 million d'euros, mais qui est reportée en diminution des recettes d'investissement de la section d'investissement du budget. Donc ce qui fait qu'au global, la Chambre règle un budget primitif avec 604 000 €. Je fais remarquer que l'affaire Semanor, qui est citée dans le rapport, eh bien, en 2019, nous avions mis dans notre budget en dépenses de fonctionnement 215 000 €. En 2020, nous avions aussi mis dans notre budget en section de fonctionnement 218 000 € de dette de la Semanor. Et la Chambre nous impose de solder définitivement ces dettes en mettant en plus 354 000 €, ce qui fait que nous avons 784 000 € de dettes de la Semanor qui impactent notre budget pour solder ces dettes, environ 780 000 €. Je fais remarquer simplement que si on enlève ces dettes de la Semanor, notre budget devient excédentaire. Donc cela ne nous inquiète pas beaucoup puisqu'on n'aura plus à mettre ce type de dette dans notre budget. Et je pense qu'en poursuivant nos efforts, eh bien, nous allons pouvoir assainir définitivement les comptes de la commune plus tôt que prévu. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Mais moi aussi, je souhaite à toutes les Ansoises, tous les Ansois, toutes les Guadeloupéennes, tous les Guadeloupéens, mais aussi tous ceux qui vivent dans l'Hexagone et ailleurs dans le monde,
Je leur souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2021.